Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, partez avec Justine et Romain. Suite à un coup du sort dans leur vie professionnelle, ils ont décidé de traverser la France à pied avec leur bébé. 1500 km sur les sentiers désertés de la Diagonale du Vide pendant 4 mois. Ils vont vous livrer à quel point ce voyage a été une véritable renaissance. Cet épisode est une invitation à aller à la rencontre de l'autre et à retrouver sa foi en l'humanité. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Romain, bonjour Justine. Bonjour Camille. Oui, Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? c'est très bien, très enjoué de te parler. En tout cas, on est très heureux d'être sur ce podcast et de reprendre un petit peu le voyage grâce à toi, grâce à tes questions. Donc, non, très, très heureux. Très heureuse également de la conversation qui va suivre. Super. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien vous présenter chacun à votre tour avec vos propres mots ? Et j'aime bien demander à mes invités comment votre entourage vous décrirait. Mais vu que vous êtes tous les deux aujourd'hui, j'ai envie de vous dire comment vous décririez l'autre, chacun. Je vais vous présenter mon mari. Alors, Romain, qui a 32 ans, que j'ai rencontré sur les bancs de l'école, il y a de ça presque 10 ans maintenant et puis, avec qui, je vis une vie fabuleuse, faite, pleine de romantisme, au quotidien. Romain, c'est quelqu'un de très engagé, très gentil, très dévoué et c'est de ses qualités que je suis tombée amoureuse. On a aussi beaucoup voyagé, depuis 2 ans et aujourd'hui, Romain se destine à la boucherie. Il effectue un apprentissage d'artisan boucher, au sein des Pyrénées-Atlantiques. Voilà à peu près, comment je présenterai, mon Romain, mon mari. Eh bien, tu n'as plus qu'à enchaîner derrière ça, Romain. Alors, eh bien, maintenant, je vais vous présenter donc Justine, qui, elle, a 33 ans. Quelqu'un de très créatif, de très passionné, de toujours très qui a cette qualité de toujours voir le positif partout, tout le temps, et de croire, d'avoir une foi, profonde et sincère en sa bonne étoile, et maintenant en notre bonne étoile. Donc c'est quelqu'un, voilà, avec qui on ne s'ennuie pas et voilà, qui est la mère donc de notre enfant Omer. Et qui aujourd'hui, enfin qui a passé, très récemment, il y a quelques jours, un concours national pour devenir thanatopractrice. Toutes ces personnes, thanatopracteur, celui qui donne des soins de conservation aux défunts, en fait. Un parcours de reconversion, qui a beaucoup, là aussi, de sens, qui répond à un très fort besoin d'engagement et dont on va attendre les résultats avec impatience. Eh bien, je te le souhaite. On croise les doigts, pour toi. Merci pour cette présentation. Aujourd'hui, on va parler d'une aventure, extraordinaire que vous avez menée tous les 2 en avril 2024, où en fait, vous avez traversé la France avec donc votre fils, votre bébé qui était tout jeune à l'époque. En 4 mois, vous avez parcouru 1500 kilomètres. Vous êtes partis de Sedan et pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc on a plein de sujets à aborder ensemble. Et comme à mon habitude pour mes invités, j'aime bien aller creuser un petit peu, savoir pourquoi se lancer dans une telle aventure. Et en y réfléchissant et après la lecture de votre livre, où d'ailleurs on peut quand même vous féliciter pour cet ouvrage de Transboréal, Une famille en chemin, la diagonale du vide, j'ai bien aimé comprendre en fait que on est passé de l'ombre à la lumière. Donc si on peut aborder cette introduction ensemble, si c'est OK pour vous. J'aime bien aussi déconstruire cette idée que on a peut-être cette image à tort que certaines aventures, certains voyages partent en fait, d'un élan de joie, d'un projet, commun, un objectif, un grand oui. Mais il y a aussi certains voyages qui partent d'une autre, dimension, un endroit peut-être un peu plus, sombre, dira-t-on. Donc, est-ce que vous voulez bien nous expliquer d'où est né ce projet? Oui, ben, en fait, en effet, comme tu le disais, c'était pas forcément un voyage qu'on avait choisi, c'était pas forcément le plan initial, même si heureusement, quand même beaucoup d'aventures, beaucoup de voyages sont vécus, partent d'un engagement quand même très positif. Nous, en fait,
on a été un peu mis dehors, on va dire et on a surtout répondu, en fait, à un appel qui a été un appel de prendre la marche, enfin de prendre les chemins, l'appel du voyage. Cet appel, est venu après ce qu'on pourrait appeler un coup du sort. Il faut savoir que Justine et moi avions des vies tout à fait conventionnelles à Paris, où on vivait, voilà, des vies, trépidantes, dans la vie parisienne telle qu'on s'imagine et telle que nous la pouvions la vivre, en tout cas la vie qui était la nôtre à Paris, à savoir à 100 à l'heure tout le temps, des métiers très prenants et en fait, du jour au lendemain, tout cela a été remis en question en décembre 2023, alors même que Justine était enceinte d'Omer et que, voilà, elle était tout proche du terme de sa grossesse. Voilà, coup du sort a mis brutalement fin à nos professions et a remis profondément en question la vie qui était la nôtre alors à Paris, nos habitudes et en fait, ce coup du sort nous a confrontés à un profond vide. Professionnel d'abord, parce qu'on avait des agendas qui débordaient, donc du jour au lendemain, c'était le vide. «Ouh là, qu'est-ce qu'on fait?» En fait, il y a plus voilà, le vide professionnel et un vide social, relatif parce qu'avec ce coup du sort, beaucoup de personnes à qui nous tenions très profondément, des proches, eh bien, voilà, ces personnes-là étaient devenues du jour au lendemain, des abonnés absents. Donc, on était comme ça, voilà, on traversait un moment de vide, brusque, soudain, surprenant. Homer venait au monde, quelques semaines après ce coup du sort et en fait, on pratiquait beaucoup la randonnée déjà avant et on savait que la marche nous faisait beaucoup de bien et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester, dans Paris. On avait plusieurs réflexions à mener sur ce qui venait de nous arriver, sur, le futur aussi, qu'est-ce qu'on allait faire avec Homer, où, comment et cetera. Tout ça, on s'est dit: «Ben, allons le porter sur les routes, allons le porter dans la marche, ces réflexions et puisque nous traversons une certaine forme de vide, traversons à pied la diagonale du vide». Cette fameuse diagonale du vide dont parlent beaucoup de démographes en France et qui s'étend des Ardennes aux Pyrénées. Et bien voilà, nous nous sommes dit: «Allez, traversons à pied cette diagonale du vide» avec Homer donc, qui le 1er avril 2024, quand nous partions de Sedan, avait 3 mois et donc le tout à pied pour conjurer cette expérience de vie qui était la nôtre. Donc, on se lançait dans voilà, dans quelque chose dont on savait pas vraiment, on n'avait pas forcément conscience de ce dans quoi on s'est embarqué et on partait en effet peut-être un peu blessés notamment par cet humain, par l'humain, cet animal qui nous avait, quelque peu déçus. Voilà l'état d'esprit. Youhou! Bah, merci de l'aborder avec, autant d'humour et de détachement, aujourd'hui et je trouvais que c'était important aussi d'en parler parce que les licenciements, peut-être que certaines personnes se diront: «Bon, bah, c'est bon, c'était qu'un travail, on passe rapidement à autre chose, c'est juste pour, notre quotidien». Mais mine de rien, quand on le vit, on se rend compte qu'il faut souvent un temps de digestion comme, vous mentionnez un petit peu, tous les 2 dans le livre et j'ai trouvé que vous l'avez abordé, dans votre ouvrage avec beaucoup de pudeur et de sincérité et de se dire: «Bon, ben, en fait, oui, c'était une, part importante de mon identité. Maintenant qu'il y a ce vide, qu'est-ce que je fais, en fait?» Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a pas eu une mort d'homme. Il s'agissait de la passion, de, la tendre enfance, de Romain, ce secteur dans lequel, il évoluait, et tout s'est brusquement arrêté du jour au lendemain. Donc le couperet a été, extrêmement brutal et surtout aucune, explication n'a été fournie. Et alors là, c'est, à titre personnel, moi je considère qu'on a ce besoin d'explication, ce besoin de comprendre. Déjà en soi un licenciement, c'est difficile, c'est pas une partie de plaisir, même s'il est justifié, si on peut dire que c'est un licenciement économique, eh bien, il peut quand même, y avoir, un retentissement, tout à fait personnel. On se sent pas bien, c'est le genre de période où on se sent un peu nul finalement. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vaux? On se regarde à l'intérieur et on se pose, tout un tas de questions qu'on ne se posait pas au quotidien parce que le quotidien était, réglé comme du papier à musique. Et pour revenir, sur ta première question où tu parlais de ce mythe, du départ joyeux,
On pourrait, c'est vrai, associer notre départ à un départ, malheureux. C'est notre départ a été mû par quelque chose de très intense. Alors c'est vrai qu'il s'agissait pas de la joie, mais il y a eu cet appel, ce besoin de partir, cette souffrance en nous, cette blessure qui a fait que l'on devait partir. Et je dans le ressenti, dans ce qu'il y a de plus intime et de plus profond au niveau, peut-être émotionnel, finalement, ce qu'on a pu ressentir était peut-être aussi intense, que quelqu'un qui partirait en étant joyeux. Ben merci beaucoup de te livrer, toi aussi sur cette étape et ce lancement de cette aventure et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, vous avez été tous les 2 affectés, mais pas au même moment puisque, Romain, tu as été le premier à être licencié et vous saviez, vous travailliez dans la même boîte, que c'était quand même très probable que Justine, tu sois frappée par le même, destin du sort, juste derrière. Donc j'ai l'impression en plus que vous aviez ce challenge de il y en a un qui est en train de le vivre, on sait que l'autre personne va le vivre en même temps. Il y a aussi donc Homer qui arrivait bientôt, donc on se fait cette idée aussi de, bah, du père de famille qui doit avoir cette pression par rapport à l'emploi. Toi, Justine, tu avais cette pulsion de vie en toi, de cet instinct maternel de protection, de: «OK, on va aller vers l'avant, c'est pas le moment de se laisser abattre» et donc là, vous j'ai l'impression que vous êtes pas posé trop de questions et en fait, ça a été action-réaction. OK, on part sur les chemins et on va, traiter tout ça, en route. Pour être, franc, la décision de partir, est prise, je pense, le jour même de l'occurrence, ce que je sors, en fait, le soir même, on s'est dit: «Non, en fait, c'est quelque part, c'est peut-être un signe». Et bien, on va faire ce qu'on aime. On va essayer de répondre à cet événement par nos passions qui sont, lire, écrire, marcher et hem et Homer arrive, enfin, on a un enfant qui arrive, et bien, c'est pas grave, il y a plein de peuples nomades encore aujourd'hui, enfin, c'est quelque chose qui se fait, enfin, marcher, avec un bébé, bon, ça se fait et puis on reste en France quand même, un pays, développé. On a laissé passer la nuit quand même parce que voilà, faut quand même laisser un peu, décanter, mais en fait, on savait très bien qu'on allait partir parce que quelque part, peut-être qu'on on n'avait pas le courage, peut-être de quitter un certain confort et de nous lancer dans ce genre d'aventure et là, en fait, plus rien ne nous retenait. Donc puisqu'on est lâchés, laissons jouer à fond la pesanteur et allons-y gaiement. Un petit peu quand même parce qu'on était, l'ambiance était peut-être un peu lourde, mais pas tant que ça, parce qu'on était aussi très excités de vivre cette aventure, de découvrir notre pays aussi. Non, c'était, une décision qu'on a prise en effet sans trop se poser de questions, parce qu'on avait encore une fois l'intuition que c'était ce dont on avait besoin. Puis, voilà, qu'il y ait un nouveau-né ou non, bah, on l'embarque et puis, ça allait bien se passer. Et donc du coup, vous êtes partis quand Homer avait, 3 mois parce que voilà, vous avez pris cette décision, mais j'imagine que ça se prépare quand même, un minimum pour tout ce qui est logistique. Et donc par rapport au choix de cette diagonale du vide, il me semble aussi que Justine, tu avais un certain, attrait pour, on parlait tout à l'heure de randonnée, tu étais fascinée par, ces questions, démographiques en fait? Oui, alors c'est vrai qu'avant de partir, j'avais une lubie un peu particulière. Dès qu'on avait un petit peu de temps, des week-ends, des congés, je demandais à Romain, de nous trouver un itinéraire, au sein de départements dont la natalité était en berne. Ces départements-là me fascinaient, m'attiraient. Je voulais voir, comment on y vivait, quels gens on y rencontrait, quelles personnes on y rencontrait. Je voulais voir comment la vie désertait certains territoires, certains terroirs et pourquoi. Et finalement, avant même de partir, il est vrai qu'on s'est déplacé dans des endroits où il n'y avait plus d'hôpitaux, où il n'y avait plus de maternité, où, certaines démarches étaient obligatoirement faites par des femmes, qui allaient accoucher. Hem, prendre un hélicoptère, par exemple, pour aller accoucher, enfin, ça me semblait complètement, aberrant. J'aime la vie et la natalité m'intéresse beaucoup
Donc la diagonale du vide, c'était le moment, là pour une fois, on n'avait pas de date, limite, de date de fin. On se disait qu'on allait enfin pouvoir, traverser cette soi-disant diagonale du vide. Et j'aimais bien aussi votre démarche de vouloir encore une fois peut-être casser ce cliché de, bah, pas besoin de partir si loin, en fait, pour pouvoir partir à l'aventure, pour pouvoir découvrir, des paysages qui changent de notre quotidien, une variété. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé en fait dans cette, diagonale du vide qui au final n'est pas si vide que ça? On connaissait un tout petit peu le la France, mais pas vraiment les régions qu'on a traversées par cette diagonale du vide. On a traversé une vingtaine de départements et en fait, ce qui nous a frappé, c'est la diversité des paysages de France et leur richesse dont on enfin, qu'on vante déjà beaucoup. On entend, c'est quand même, voilà, quelque chose qu'on entend souvent, la diversité des paysages français et c'est vrai que de le voir à l'échelle humaine, à l'échelle du marcheur, le traverser, le vivre, le suer, c'est quelque chose d'assez remarquable. Vous prenez de Sedan, on trace une ligne droite, allez de 100-120 kilomètres à vol d'oiseau. On démarre dans les Ardennes, un massif, voilà, marqué par cette, gaise là, la pierre, la terre ardennaise, des très vallonné, beaucoup de cuesta, de côtes, l'horizon ne se dévoile vraiment jamais, en fait, et puis on arrive dans ce grand massif de l'Argonne, très boisé, pour d'un coup arriver, dans des plaines immenses. En fait, l'horizon d'un coup est repoussé à perte de vue. C'est qu'on est déjà, en fait, dans la plaine champenoise. Et tout ça, en fait, c'était une succession de surprises géographiques, de surprises en termes de relief. Encore plus au sud, après l'étendue d'Air, on arrive, bah, dans la vallée de la Seine avec, des terroirs d'un coup très calcaires, les maisons de vin, les maisons de champagne. Enfin, en fait, tout ça, très rapidement à l'échelle, du marcheur, c'est visible, ça se voit. Un peu plus loin dans le Gers, Condom et Oz, il y a 30 kilomètres entre les 2 villes, c'est une journée de marche pour un bon marcheur. Condom, cité de calcaire blanche qui brille, de mille feux sous le soleil. Eauze, briques rouges, pans de bois et en fait, on est dans des terroirs très divers, des identités très diverses en très peu de temps et ça, en fait, c'est une richesse, inépuisable, un terrain de jeu exceptionnel, sans encore une fois avoir à partir très loin et ça a été un vrai ravissement, ça nous a fait beaucoup de bien. De découvrir aussi notre pays par, cette diversité des paysages géographiques. Et aussi vous expliquez que vous avez découvert en fait la France telle qu'on nous l'a pas enseignée à l'université, qu'on nous montre rarement dans les médias, donc certes avec, tous ces petits pays comme tu le décris. Mais là maintenant donc Justine, tu vas nous expliquer j'imagine, qui on y trouve en fait dans cette, fameuse diagonale du vide? Beaucoup de personnes qui avaient en tout cas un point commun, qui était celui de l'amour, qu'ils donnaient et transmettaient, chaque jour à leurs prochains, aux personnes, rencontrées. Nicolas Bouvier, il développe le concept, de la porosité heureuse. Moi, j'imagine avec ce terme, porosité heureuse, j'imagine cette pierre ponce, vous savez, ce caillou qui est complètement, rempli de villosité, de micro-villosité et notre cœur, il était un petit peu comme ça, à Sedan au moment de partir. On avait un cœur qui était tout troué parce qu'on était, blessés et finalement toutes ces personnes, qu'on a rencontrées au fil de l'eau, au fil des villages, sur le chemin, elles ont toutes déposé un petit quelque chose dans ces micro-villosités et à la fin du séjour, à la fin des 4 mois de marche, eh bien, on avait le cœur rempli d'amour de toutes ces personnes qui avaient déposé quelque chose, en nous et d'un cœur, troué, d'un cœur, abîmé, d'un cœur dont on pense qu'il est, complètement essoré et bien, finalement, il n'avait jamais été si rempli, si beau et si, riche de toute la diversité de ces personnes qu'on a pu rencontrer en France. Donc, c'était des personnes magnifiques. Nous, ça nous a bouleversés. On avait 30 ans, on se disait qu'on connaissait un petit peu l'homme, on connaissait un petit peu l'humain, mais en étant dans les foyers des Français tous les jours de 4 mois, donc ça fait quand même 120 soirées, 120 nuits.
Eh bien, c'est quand même quelque chose et ce quelque chose, ça nous donne le sentiment de vivre, d'avoir, vécu, d'avoir partagé, d'avoir échangé, d'avoir écouté et d'être, encore plus riche de tous ces témoignages de personnes, qu'on a pu, récolter tous les jours. Par rapport aux personnes que vous avez rencontrées, donc vous détaillez, tout ça dans le livre, je vais pas non plus, tout spoiler pour les lecteurs, mais vous avez vraiment rencontré tout un panel de personnes, avec notamment vous aviez cette admiration de la vitalité et de la curiosité des anciens, beaucoup de retraités, mais aussi des étudiants, des curés, des maires. Il y avait ces élus qui se démenaient pour, vous aider à trouver un toit le soir, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais en fait, vous avez, on pourrait peut-être s'attarder là-dessus, sur cette chaîne d'hospitalité, puisqu'en fait, vous êtes partis, de ce que j'ai cru comprendre, voilà, vous vous êtes dit: «Ben, on va se laisser guider, c'est un peu l'incertitude, on va voir ce qui s'ouvre à nous» et de fil en aiguille, ben, un soir, vous dormiez chez un tel, qui appelait ensuite un tel et puis après ensuite un tel. Plus vous avanciez sur ce chemin et il y avait aussi ces couples, que vous avez admirés pour, leur résilience, leur sincérité. Donc est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur certains de ces personnages, j'ai presque envie de dire, que vous avez, rencontrés sur votre chemin? Le plan, c'était on va dormir sous tente pendant le temps de la promenade et puis, comment dire? Sur 4 mois de marche, on a eu 3 mois de pluie. Donc, déjà dès le départ, c'était compliqué. Moi, je me souviens vraiment la veille du départ de Sedan, la veille du 1er avril, regarder notre première étape qui était donc on devait s'arrêter à Bulson, qui est un petit village à 10-12 kilomètres au sud de Sedan et en fait, tout de suite, en effet, la solidarité, l'accueil, l'hospitalité. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler d'hospitalité enfin ailleurs et en fait, nous, on a découvert un pays très, très hospitalier, la France et nos compatriotes, pendant 4 mois, nous ont ouvert leurs portes, en fait. Hem, les élus, les curés, les particuliers nous ont ouvert leurs portes, totalement gracieusement, sans rien demander en retour, ce qui nous a à la fois profondément touchés, mais aussi gênés parce qu'on n'était pas forcément habitués à demander ni à recevoir et en fait, là, on a reçu, comme le disait Justine, beaucoup d'amour, beaucoup d'aide logistique, vraiment purement pragmatique, à savoir dormir, au sec. Être certain que qu'Homer passe la nuit au sec, mais surtout aussi, en fait, passer des moments, assez intenses sur lesquels tu veux peut-être revenir, l'intensité qu'on nous offrait de vivre parce qu'en fait, on ne restait qu'un soir, qu'une nuit chez ces personnes qui nous accueillaient, ce qui fait qu'on allait parfois très loin dans les échanges. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui donnait l'intensité de la conversation, le fait qu'on ne restait, qu'une nuit. C'était, le contrat, si je puis dire et et donc l'intensité de voilà, des échanges était complètement, liée à ça. À 9 heures le lendemain, finalement après le petit déjeuner, on allait repartir et donc on a recueilli quelque part, des témoignages, la substantifique moelle, de la vie de nos hôtes. Puisque quand on se rencontre, quand on sait que quelque part, il y a de fortes chances pour qu'on ne se revoie plus, eh bien, on est prêt à se livrer, parce qu'on sait qu'on ne reverra pas la personne et qu'elle, quelque part, peut-être qu'elle ne nous jugera pas et donc on déballe tout finalement et voilà, les conversations qu'on a pu avoir, ont été très riches, encore une fois, puisque les personnes, nous racontaient des moments extrêmement, forts de leur vie, qui avaient pu être, à la fois joyeux, à la fois, douloureux et nous, ça a pu nous faire, à des moments relativiser aussi sur notre propre sort. Puisqu'à partir du moment où on écoute, on est dans la capacité de vivre l'empathie, de se décentrer aussi, de son propre malheur, de ses propres, insuccès et en se mettant à la place, de l'autre, eh bien, on peut avancer. Donc effectivement des rencontres, superbes, de toutes les générations, de toutes les classes sociales et
des personnes, seules, des personnes, des familles. Donc heu, donc voilà. Et j'aime bien aussi parce qu'à un moment dans le livre, vous dites, des fois on savait pas chez qui on allait tomber en fait et donc c'était un petit peu la surprise. Je pense même, si je peux me permettre une petite parenthèse sur, un éleveur, qui vous a accueilli, qui était très peu loquace, lui, à l'inverse. Mais j'ai l'impression que c'était quand même très rare, de tomber sur des personnes où voilà, vous vous dites un peu: «Bon, en fait, on a essayé la discussion, ça ne prend pas, tant pis, on repart demain, on aura essayé». Je vois que ça te fait rire, Romain. Oui, 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 bah, oui, bah, alors, oui, en fait, c'était vraiment ça aussi l'aventure. C'était ne pas savoir, où on allait passer la nuit, qui on allait rencontrer, ce qu'on allait dire, ce qu'on allait faire, ce qu'on allait voir et en fait, on a énormément reçu, on nous a beaucoup transmis, on a beaucoup appris, on a des souvenirs absolument, exceptionnels de enfin, voilà, tout ce que peut offrir l'aventure. Alors, c'est ce qui est quand même assez, c'est ce qui est très addictif avec l'aventure, c'est que à l'instant T, on ne va pas bien, on doute, on en a marre de la pluie et à l'instant, T plus un et ben, arrive quelque chose d'incroyable qui fait qu'on a envie de redémarrer. Voilà, un après-midi, un couple d'apiculteurs, nous invite à aller visiter des ruches. On n'avait jamais vu ça, d'aussi près, les abeilles qui travaillent, c'est exceptionnel à voir. Un autre matin, c'est, un cours d'équitation dans un centre équestre. Voilà, il y a des choses comme ça, qui nous sont permises, voilà, ce genre de petites surprises qui donnent vraiment tout le sel et en effet, ne pas savoir chez qui on allait tomber, hem et être complètement ouvert, en fait. Enfin, je veux dire, in fine, on se retrouvait Justine parlait de personnes tout à l'heure, en effet, on n'a pas rencontré c'est pas du tout la diagonale du vide, c'est pas la diagonale des individus, c'est pas on n'était pas, chez des gens. Nous, on était en fait, tous les soirs, on était chez l'humain. On était en tête à tête avec des personnes qui nous ouvraient, qui nous offraient tout ou presque de leur maison, de leur vie, en ça, que ce soit l'agriculteur, que ce soit le médecin, que ce soit, le nonagénaire, que ce soit l'étudiant, que ce soit l'artisan, voilà. Les opinions divergeaient, les moyens de faire parfois divergeaient aussi mais en fait, c'était des personnes à chaque fois profondément engagées dans la vie de leur localité et en fait, tout à fait ouvertes à l'imprévu et qui, alors là, avaient cette capacité, cette disposition à nous accorder du temps, à nous aider et en fait à nous combler d'amour. Donc non, la diagonale du vide, c'est surtout la diagonale, de l'humain, la diagonale, enfin une ligne de vie pour nous, vraiment. Merci beaucoup, c'est très beau et vraiment cette chaîne d'hospitalité, ça j'imagine que ça vous a redonné foi en l'humanité aussi, on va revenir là-dessus. Mais de se dire aussi que, si on écoute, l'actualité, on va sentir, voilà, les différences entre les uns les autres. On a peut-être cette impression que les gens se séparent plutôt que l'inverse et du coup de se dire que voilà, vous alliez chez quelqu'un comme je le disais tout à l'heure et puis paf, il appelait quelqu'un d'autre. Vraiment voir cette chaîne se tisser de gens aussi qui avaient l'air très fiers, en fait, de leur territoire. Encore une fois, enfin, on a pu rencontrer, un pays qui n'est pas celui, voilà, qu'on peut nous décrire dans les médias. On était dans les campagnes, donc la solidarité, là aussi, reste plus forte peut-être parce que, la ville, c'est un autre rythme, en fait. Voilà, tout simplement aussi, voilà parce qu'on avait le temps, les personnes qu'on rencontrait prenaient ce temps aussi. Donc des personnes, oui, très fières de leur terroir, partout. Et alors c'est vrai que tout à l'heure, je disais que les moyens différaient pour le servir, ce terroir. Moi, je me souviens, qu'on était dans le Châtillonnais et le jour A, on était tombé chez un éleveur, enfin un agriculteur pardon, qui avait voilà, 300 hectares de culture, donc vraiment l'agriculture intensive. L'agriculteur qui tenait bah, voilà, ces terres de ses parents, de ses grands-parents à qui on avait dit au sortir de la Seconde Guerre mondiale: «Bah, maintenant voilà, il va falloir nourrir le pays». Hein, c'est des questions qui reviennent aujourd'hui, hein, la souveraineté alimentaire. Donc voilà, oui, mais enfin, tu imagines bien le rendement, les pesticides et cetera
Et le lendemain, on était chez des herboristes des néo-ruraux qui venaient de s'installer à la campagne et qui, eux, étaient là, permaculture, machin, vraiment aux petits oignons, on va dire, pour leurs plantes. Et en fait, c'était passé du noir au blanc, du jour au lendemain et en tout cas de façon de faire très différentes, mais in fine des personnes qui se rejoignaient parce que voulaient-elles ces personnes? C'était que leur terroir ne meure pas, c'était perpétuer un héritage, c'était, réapprendre ou continuer de faire vivre des méthodes de travail. Tout au long de cette traversée de la France, on a connu essentiellement des personnes qui étaient très attachées, à leur terre et qui étaient prêtes, qui s'engageaient beaucoup justement pour la faire vivre. Malgré le fait qu'on soit un diagonale du vide, malgré la fuite des services publics, malgré une baisse de budget, malgré tous les problèmes qu'on connaît au niveau national, et bien voilà, l'engagement associatif, paroissial, citoyen, demeurait très fort en fait. Et on parle beaucoup de ce vide. J'aime bien dans votre livre, vous abordez aussi cette idée que combler un peu le vide chez eux aussi, parce que donc vous êtes tombés sur, des retraités qui voyaient peut-être, par exemple, très peu de monde, des gens qui avaient pas un agenda, très, complet et du jour au lendemain dans leur agenda, il y avait, la famille, de marcheurs, qui arrivait. Enfin, j'ai beaucoup aimé, cet exemple et ça les faisait un petit peu sortir, voilà, de leur vie quotidienne, c'est voilà, est-ce que vous sentiez ça, que vous étiez en train d'avoir, votre but aussi? C'est vrai qu'il y a il y a une certaine forme de correspondance, c'est pas uniquement, tout blanc ou tout noir, c'est pas uniquement une personne qui donne et qui reçoit, c'est toujours beaucoup plus subtil que ça. Là, d'apparence, on était, bon, un couple de marcheurs avec un bébé qui demande une hospitalité. Il y a une demande. Heu, on trouvait, des réponses, en face. Une famille nous accueillait, nous offrait le gîte et le repas. Mais je pense que ça va un petit peu plus loin que ça et les personnes qui sont, réceptives pour, ouvrir leurs portes, comme ça, ils voient aussi une certaine forme d'intérêt. Le intérêt, le mot est pas beau, le mot est laid, le mot est moche, mais je pense que, on a dû, quand même apporter quelque chose à ces familles-là. Enfin du moins je l'espère. Peut-être que je le dis maintenant pour, me rassurer aussi. Mais, les échanges qui ont pu avoir lieu, encore une fois les conversations qu'on a pu vivre, le partage également et puis parfois sans forcément parler. On est dans une société, actuelle où justement on va de moins en moins, vers l'autre. On peut attribuer ça au côté virtuel des choses, au monde un petit peu parallèle, des écrans. Mais nous, cet échange, réel, cet ancrage réel, ce lien finalement qui a été tissé tout du long, c'était magique, c'était magnifique et ces rencontres, vraiment réelles étaient superbes et étaient magnifiques. On a essayé de beaucoup écouter et effectivement de vivre, des moments intergénérationnels puisqu'il y avait, beaucoup de personnes âgées. Ça a donné lieu parfois à des moments larmoyants, à des adieux larmoyants parce que Homer a été dans les bras de personnes âgées et puis, c'est quelque chose qui est émouvant à voir, de voir, 80-90 ans qui séparent, 2 êtres qui s'étreignent l'un et l'autre. Oui, ça donne lieu à des échanges, larmoyants. Et justement, tu parles, d'Homer. Là, j'aimerais bien, si c'est OK pour vous, qu'on parle un petit peu quand même de votre, enfant qui vous a accompagné dans cette aventure. Parce que là, on parlait de toutes ces rencontres qui vous ont, guéri comme tu l'expliquais et au final, vous êtes aussi allé à la rencontre de votre fils parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir, en fait, passer, 4 mois, non-stop avec son enfant pour vraiment chaque instant et voilà, donc vous avez vécu cette parentalité en mouvement. Comme tu l'expliquais, ça permettait aussi de créer un lien chez certains, et certaines de vos hôtes et j'ai d'ailleurs noté une citation d'un monsieur qui m'a enfin, je crois que j'ai tout simplement versé ma larme, hein, quand je l'ai lu dans votre livre, si je peux la partager à l'audience.
Donc vous avez passé, du temps avec ce monsieur, ainsi de suite et à la fin, il dit à Homer: «L'essentiel, mon petit, c'est que tu es aimé et que tu seras toujours aimé». Donc ça, c'était l'au revoir de Jean dans le Châtillonnais, il me semble et voilà, si tu peux nous partager un petit peu plus de contexte, par rapport à cette rencontre? Alors, dans le voyage, effectivement, les rencontres vont avec le voyage et à mon avis, les personnes qui aiment voyager, sont aussi nourries par ces rencontres et très souvent ou parfois, on va à l'autre bout du monde pour, rencontrer des personnes et on est enthousiasmé et à raison parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a un lieu, parce qu'il y a, un caractère fabuleux du moment vécu qui rend ces rencontres fabuleuses. Nous, ce qui nous est apparu en allant à la rencontre, de nos compatriotes et des Français et de nos concitoyens, c'est et surtout de notre bébé, eh bien, c'est que c'était, la plus belle rencontre du monde. Alors, je parle bien sûr d'Homer, je parle aussi de Romain et je parle aussi, quelque part, peut-être pas la plus belle rencontre en parlant de moi-même, mais on est allé en profondeur. J'ai vu Romain dans toutes ses vulnérabilités. Romain m'a vue aussi, très fragile, très vulnérable et quelque part, on a aussi approfondi l'un avec l'autre, au fil de l'eau, au fil de la marche. On a appris à devenir parents sur les routes. On a appris à être, couple parents sur les routes et on a aussi appris à être famille. Donc c'était beaucoup de nouveautés, heu, beaucoup de rencontres, mais encore une fois, je dirais que d'approfondir avec la famille et de rencontrer, son enfant et d'avoir cette chance de passer du temps avec lui, alors que quelques mois plus tôt, rien de tout ça n'aurait été, envisageable. C'était comme un cadeau qui tombait du ciel, d'avoir à la fois mon mari à mes côtés, mon bébé et de faire ce que j'aime, à savoir, lire, écrire et marcher. C'était c'était un c'était un don. Et en plus, au départ, tu partais peut-être avec, ces inquiétudes, de voilà, l'insuffisance matérielle sur la route, le manque de confort, cette question de l'avenir, par rapport à ce licenciement où votre futur était assez flou et avec cette, citation de Jean, c'est là, j'imagine aussi que vous êtes dit et puis vous vous en êtes rendu compte tout au long de l'aventure, j'imagine, que ces besoins étaient assez essentiels. Tout comme vous, en tant que marcheur, c'était de dormir, manger et au final, cet amour, toute la journée de ses parents et votre amour aussi entre vous. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'il y a d'excellent avec la marche en tant que pratique, c'est qu'on revient très vite à l'essentiel. Et en fait, bon, on n'avait pas déjà beaucoup de biens matériels avant, mais c'est vrai que là, la naissance de mère approchant, on commençait à recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. On disait: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça?» Et puis tout ça, ça s'est empilé dans notre petit appartement parisien et en fait, on est parti sur les routes avec 3 bodys et 2 pyjamas pour Homer pendant 4 mois, une chemise chacun et ça l'a fait quoi. Parce qu'en fait, il y a eu un profond retour à l'essentiel. L'essentiel était réduit vraiment à voilà, avancer chaque jour, écrire chaque jour et faire en sorte qu'Homer ne manque de rien, que Justine, ne manque de rien non plus pour qu'elle puisse l'allaiter correctement et puis voilà, en fait, c'était très simple et puis Homer, à cet âge-là, voilà, les besoins aussi d'un nourrisson sont pas énormes, c'est, son papa, sa maman, à boire, enfin le lait paternel, le sein de la mère, et des câlins et être à l'abri des éléments et en fait, tout cet essentiel-là, on l'a retrouvé, sur les routes et puis, l'essentiel dans les relations humaines aussi, on l'a retrouvé parce que les rencontres étaient fugaces, étaient éphémères, donc on allait à l'essentiel, en fait. Avec les personnes qui vraiment étaient dans cette disposition aussi de partager, d'échanger, on allait très vite dans l'humain. Voilà, indépendamment des questions d'âge, de génération, et cetera. Voilà, ce que dit Jean, oui, c'est universel, en fait.
Oui, un enfant, normalement est aimé de ses parents et le sera toujours. Donc oui, ça m'émeut beaucoup que tu cites ce passage-là parce qu'en plus, voilà, ce sont des personnes, Jean et Sophie qui nous ont accordé beaucoup de temps, beaucoup d'attention et qui continuent à le faire et on a réussi comme ça à tisser des liens avec beaucoup de nos hôtes qui sont plus nos hôtes, qui sont des amis maintenant. Là, encore une fois, indépendamment de leur âge, et cetera. Et c'est ça l'essentiel, en fait, c'est on s'est retrouvés avec, en face de nous des humains et souvent quand même ça se passe très bien. Ah mais voyez, moi aussi je suis toute émue de reparler de tout ça, même si je connaissais votre histoire, donc merci de vous livrer avec, autant de sincérité et Romain, pour toi aussi, ça a dû être, toute une rencontre de, bah, découvrir Justine en tant que maman et toute cette admiration que tu as pu avoir au fil des semaines de cette aventure avec elle. Parce qu'il fallait, que tu sois Justine, bah, tout le temps disponible, pour l'allaitement, il y avait les nuits, ainsi de suite, donc est-ce que tu veux bien nous en toucher deux trois mots, Romain? Bah, en y repensant, je sais pas, oui, je sais pas comment elle a fait. Je savais que Justine avait beaucoup de ressources déjà et là, je pense que, elle a pu le démontrer, me le démontrer, mais là, c'est vrai qu'en y repensant, ces 4 mois de marche où elle sortait de son accouchement puisqu'elle avait accouché, bah, 3 mois avant le départ à peine. Se remettre sur les routes, sous la pluie, en portant un sac, en allaitant, en se pliant à une discipline, que j'avais un peu imposée, qui était celle aussi d'avancer tous les jours, enfin voilà, et d'écrire tous les soirs, d'être réveillé la nuit, voilà, pour nourrir mon mère, enfin, c'était comme le disait Justine tout à l'heure, en effet, ces expériences assez intenses qui révèlent aussi beaucoup des personnes, qui révèlent leurs faiblesses, leurs forces et Justine a témoigné quand même de beaucoup de force, ça c'est clair, pour aller jusqu'au bout, même si je pense, que ni pour elle, ni pour moi, c'était inenvisageable de ne pas arriver à Salon-Pied-de-Port, de s'arrêter avant, c'était impossible. Non, non, beaucoup de force et je pense qu'il y avait on était portés, hein, à un certain moment. C'est-à-dire que toutes ces rencontres aussi, avant de partir, on avait été soutenus par nos familles, par des personnes, qu'on admire beaucoup, qui ont cru en nous. Et tout au long de ce voyage, les personnes, nos hôtes, nous faisaient confiance, nous donnaient aussi beaucoup de signes, nous parlaient de choses assez fortes qui, chemin faisant, bah, mine de rien, nous encourageaient, nous faisaient prendre conscience aussi de tout le caractère initiatique de notre démarche, initiatique pour nous, pour notre couple, pour notre famille. Et donc en fait, c'était je pense qu'on était portés beaucoup par ça, aussi. Et peut-être là, on approche, tranquillement vers la fin de l'épisode. Si je peux, me permettre une dernière, citation, c'est quand tu dis: «L'humain rencontré chaque jour nous soignait. Le don de soi, l'altruisme, rencontré chez chacun de nos hôtes, participait de notre guérison. Sans l'avoir compris, nous étions sous perfusion d'amour depuis ses dents». En tout cas, pour moi, c'est ce que je retiens, beaucoup de votre aventure. Donc là, si on conclut un petit peu toute cette, transformation, vous êtes passé de la blessure à cet afflux, cette, richesse, d'amour, de cette image aussi du phénix que vous expliquez, vous avez réappris à vivre. Qu'est-ce que vous pourriez, expliquer à l'audience, pour conclure tout ce périple? Je dirais là comme ça que le mouvement est salvateur. Que le fait de ne pas être, resté, seul, en repos à Paris, dans un très confiné dans un endroit clos, a été salvateur pour nous, de partir au grand air, de partir, se frotter à l'autre, de partir, vers l'inconnu, vers, l'inattendu, a été salvateur, pour tous les 3. Et que dans une démarche où justement, on se sent, nul, on se sent tout ratatiné, on se sent blessé et bien le fait de se dérouiller le corps, de mettre, un pied devant l'autre tous les jours, tous les jours, tous les jours, nous fait avancer, de fait. Et et ça sur 4 mois a été, oui complètement, je pense que ça a été la meilleure idée qu'on ait pu avoir à ce moment-là,
pour ne pas, tomber en dépression. Et pour revenir sur la perfusion d'amour depuis Sedan, sur le coup, justement, on avance tous les jours, on a la tête dans le guidon, on n'analyse pas forcément les choses. C'est difficile d'avoir un regard juste et net sur les choses qui se déroulent au quotidien. C'est seulement 4 mois après et encore, voire dans le processus vraiment de l'écriture et de la rédaction du livre, qu'on s'est dit: «Mais attends, mais le point commun entre toutes ces 120 foyers, ces 120 familles, c'était l'amour». Ça semble évident maintenant qu'on le dit. Ça semble tellement évident qu'on ne le voyait pas et et qu'on l'avait pas on n'en avait pas pris conscience. Mais, on l'a compris bien plus tard. C'est en regardant le passé, en regardant par-dessus l'épaule, en regardant dans le rétroviseur qu'on s'est dit, «Ah oui, finalement, tout ce qui a réuni ces personnes-là, c'est ce don de soi, cette ouverture d'esprit et cet amour, qui nous a été donné, tous les jours et qui nous a guéris, parce qu'on a c'était comme une pommade, qu'on nous mettait sur le corps, tous les jours». Et alors un amour qui s'exprimait qui prenait les plus simples atours, en fait, hein, parfois. Parce que vraiment, il suffisait, voilà, d'une journée affreuse où on avait marché sous la pluie, Justine a besoin de s'abriter quelque part pour allaiter Homer. Voilà une personne qui nous ouvre, sa porte, mais le temps et qui nous offre un café, même si cette personne-là n'est pas loquace, d'ailleurs, mais simplement le fait d'ouvrir sa porte et d'accepter de nous faire rentrer alors qu'on est mais trempés, boueux, de nous mettre, à côté du poêle, de nous offrir un café qui alors prend le goût des meilleurs champagnes, bah, rien que ça, en fait, ça redonne beaucoup foi en l'humain et c'est ça, c'est vraiment oser aller à la rencontre, alors des paysages, et on a la chance d'avoir un pays magnifique et ça, on aura de cesse de le dire, mais il faut vraiment le voir pour s'en rendre compte et marcher pour s'en rendre compte. La rencontre avec les paysages, mais aussi la rencontre qui est peut-être la plus, difficile aujourd'hui, la rencontre la plus incertaine, c'est ça avec son prochain, parce que l'humain est quand même un animal complexe. C'est le problème et c'est la solution, ouais, c'est l'adversaire et l'adjuvant et l'opposant, voilà, mais il faut faire avec lui et souvent quand même il réserve de très belles surprises. Donc oui, c'était, très fondateur et je sais pas si on a encore fini de tirer toutes les leçons de ce voyage-là. Et en tout cas, un des objectifs que vous étiez fixé aussi avec cette marche, c'était d'y voir un petit peu plus clair sur, vos aspirations futures dans vos domaines, professionnels, respectifs. Puisque là, vous avez fait un virage à 360, on en a parlé un petit peu, en introduction. Est-ce que, pour conclure, vous pouvez nous toucher, 2-3 mots sur, comment on passe de, comme vous le disiez, cet environnement, à Paris, voilà, dans la défense qui n'a rien à voir avec vos domaines, actuels. Comment tout ça s'est goupillé? Alors, pendant la marche, il est vrai qu'on partait avec beaucoup de questions, notamment sur, l'avenir, professionnel, sur ce qu'on allait faire, après. Et contre toute attente, ça n'est absolument pas des questions qu'on a abordées en marchant. On aurait pu se dire: «Mince, on vient de perdre nos 2 emplois, on va passer nos journées à parler de, ce qu'on va faire, pour la suite». Il n'en a pas du tout été question. Donc heu donc les questionnements sont venus, un petit peu tardivement, mais je pense que c'est ces personnes qu'on a rencontrées, c'est les témoignages, qu'on a pu écouter, qui nous ont aussi à la fois donné des idées, mais qui ont été, parlants. On a observé, on a vu. On a vu ce qui se faisait et on tire de tout ça, des conclusions qui sont les suivantes. On voulait des métiers utiles dans lesquels on se sente, engagé, dans lesquels on puisse s'engager. Des métiers, pas des métiers farfelus. On voulait des métiers, simples, dans le sens où un boucher, tout le monde voit ce que c'est. Ça ne signifie pas que c'est un métier simple, mais simple dans le sens, on voit ce que c'est, et voilà, tout le monde voit ce que c'est.
On voulait se sentir, utile pour les autres. Moi, en tant que thanatopractrice, je veux être, présente pour les familles qui vivent un deuil, qui vivent, quelque chose de douloureux. Au moment où il y a les obsèques, les familles sont très vulnérables, elles sont très fragiles et donc je voulais pouvoir me dire, que j'étais présente, dans des moments, difficiles comme ça et la voie, qu'on a choisi de prendre, puisque pour l'heure, on est en formation, tous les 2. C'est, voilà, c'est ces voies professionnelles, là. Quand on est arrivé à Salon-Pied-de-Port, on s'est dit qu'on allait repartir. Parce qu'on avait beaucoup aimé l'aventure, le voyage, la confrontation aux éléments, à l'humain, au paysage. On est reparti remarcher dans les Ardennes, mais aussi on a traversé le Caucase à pied, la Géorgie, l'Arménie, toujours avec Omer, toujours en s'en remettant à l'hospitalité. Alors là, avec tout le challenge, tout le défi de la langue et cetera. Donc en Géorgie, en Arménie, on a marché pendant un petit mois, un peu plus de 700 kilomètres, en avril 2025 et je pense qu'on gardera, vraiment cette alliance des mots et des pas, parce que voilà, on a beaucoup aimé écrire aussi, voilà, on a réussi à faire publier en octobre 2025, Une famille en chemin, La diagonale du vide aux éditions Transboréal et on veut aussi porter un autre projet pour le Caucase, pour les Ardennes. Donc ça, ce sont des choses qu'on a sous le coude ou plutôt sous le poignet, des manuscrits sur lesquels on travaille et en effet, il y avait ces questions-là de métiers qui ont du sens, même si ceux que nous faisions à Paris avaient du sens aussi. On s'est aussi installé à la campagne, donc voilà, dans un milieu peut-être, enfin là, simplement voir les montagnes en passant la tête, à la fenêtre, ça fait beaucoup de bien dans un territoire très avec beaucoup de traditions très fortes, à l'identité très marquée qui est le Pays basque et la Soule, sans toutefois faire une croix sur Paris, voilà. La vie est une succession de chapitres, hem, nous y reviendrons peut-être, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. En tout cas, voilà. L'essentiel, en effet, être peut-être un peu plus proche de la nature, avoir du temps pour l'écriture, faire des métiers dans lesquels voilà, nos mains travaillent et voir les montagnes, ça sera pas mal. Et en parlant de futur, est-ce que vous pouvez nous toucher juste 2 petits mots sur ce projet fou du fleuve Amour? Alors là, moi je Il faut que j'arrive à convaincre Romain. Hem, on va fêter nos 10 ans de vie commune avec Romain et on aimerait fêter, ça au travers d'une lune de miel, puisqu'avec toutes ces péripéties, ces événements, la lune de miel est un peu passée à la trappe et on se disait que, étant donné qu'on a aussi passé beaucoup de temps ensemble ces 2 dernières années et bien, pourquoi pas passer une lune de miel séparément? En se postant chacun aux 2 extrémités, du fleuve Amour qui est ce fleuve, qui sépare la Chine et la Russie, en fait, qui fait la frontière entre les 2 et qui est un fleuve très, très tortueux, plein de méandres, donc assez intéressant, d'un point de vue du dessin et postés aux 2 extrémités de ce fleuve, en fait, nous marcherions, l'un vers l'autre en questionnant justement notre amour, puisqu'on aimerait, associer là encore ce projet, cette aventure à un projet littéraire et on questionnerait, l'amour, l'amour, la vie de couple, et ce fleuve est assez, parlant puisque, plein de méandres, plein de lacets, il illustre assez bien finalement les hauts, les bas, les platitudes, de l'amour. Voilà et le courant aussi parfois. Alors bon courage parce que pendant que tu nous expliquais ça, je voyais Romain qui faisait justement des: «Non, non, 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 non». Donc bon courage, pour ce projet. Merci à vous pour, tout ce que vous nous avez livré, aujourd'hui et si vous voulez peut-être le mot de la fin, je vous laisse, le champ libre pour, le dernier message que vous aimeriez transmettre à l'audience. Haut les cœurs. Moi je dirais: «Un pour tous et tous pour un». Voilà, vive la solidarité, vive le lien, vive la marche et puis,
Vive la France! J'adore, merci beaucoup. Mais écoutez, à très bientôt, hâte de suivre vos prochaines aventures et puis pourquoi pas un autre épisode de Good Visa. En tout cas, à très bientôt et encore merci à vous. Ce sera avec plaisir. Merci à toi, Camille, hein. Merci infiniment, Camille. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.